Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec le professeur Emmanuel Hirsch, qui est professeur d'éthique médicale, président du Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique de l'Université Paris-Saclay et auteur de ce livre, La démocratie confinée, l'éthique quoi qu'il en coûte aux éditions RS. Et j'en profite pour dire aussi que Emmanuel Hirsch est membre du Conseil stratégique Covid-19 de la région Île-de-France. Et son livre, Une démocratie confinée, ça dit bien ce que ça veut dire. Et surtout, je suis très heureux de le recevoir, non pas seulement à cause de son livre, mais à cause, en raison du fait qu'on parle très peu d'éthique. C'est-à-dire, on parle de tout dans ce Covid, évidemment, qui nous occupe depuis plus d'1 an. On parle des morts, on parle de létalité, on parle de tests, on parle de vaccins, on parle problèmes médicaux, les protocoles X ou Y, les labos, etc., etc. Mais là-dedans, quand même, c'est comment un pouvoir en fait avec ces sujets, comment on traite les sujets. Et je voudrais juste, professeur, que vous nous dites, peut-être vous redéfinissiez le mot éthique. Je crois que c'est important de commencer par ça. D'abord, merci André Berkov de l'invitation. Et j'ai assisté depuis quelques minutes, pas à un cours d'éthique, mais une incarnation de ce qu'était une réflexion éthique. Face à un sujet, comment comprendre où se situe le sens, comment décrypter une situation, et comment être dans l'analyse critique, c'est-à-dire dans la capacité face à une situation comme celle que vous avez évoquée pour une personnalité de la République, comme Jacques Chaban-Delmas, un résistant, donc quelqu'un qui incarne l'exemplarité et la valeur. Qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça dit de la société, qu'on ait cette irrévérence, quels que soient, j'allais dire, les enjeux qu'on peut aussi comprendre. Et vous voyez, en matière d'éthique, d'abord, on n'est pas dans le jugement, c'est pas la morale. On n'est pas dans l'autorité. Vous voyez, vous me présentez comme professeur. On n'est pas professeur d'éthique dans la vie de tous les jours. On est aussi démuni par rapport à une situation comme celle qu'on va évoquer. On est aussi fragile à titre personnel et en tant que membre d'une cité par rapport à un défi comme le Covid-19. Ce qui est important, c'est la faculté de discernement. Ce que vous faites, par exemple, dans votre émission, avec votre personnalité, avec votre histoire, chacun peut avoir une considération particulière sur un sujet donné. Il n'y a pas une vérité en soi. Mais ce qui est important dans une démocratie, c'est qu'on pose des questions, qu'on en parle, qu'on se contredise d'une manière respectueuse, non pas en termes comme ça d'affirmation péremptoire, comme vous l'avez dit, en termes de tyrannie des idées, mais en termes de recherche d'un compromis. Et vous voyez, on est dans une société qui est malheureuse aujourd'hui. Malheureuse parce qu'on a l'impression que la vie démocratique a été assujettie au Covid, d'ailleurs qu'on a exploité cette notion de confinement jusqu'à réduire notre capacité d'intervenir sur nos vies, sur notre vie à titre privé, mais aussi sur la vie de la démocratie. Et quand moi j'ai rédigé finalement ce travail sur la démocratie confinée, c'est en tant qu'observateur, c'est-à-dire je suis depuis le début une pandémie. Et j'avais travaillé sur le sida, j'étais plus jeune qu'aujourd'hui, et on a vécu une pandémie avec d'autres types de réactions au niveau de la vie démocratique. Il ne faut pas oublier que les militants des années SIDA, qui n'avaient rien à voir avec la caricature de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, qui étaient des gens responsables, qui étaient des gens qui avaient besoin d'exister socialement et d'être reconnus, nous ont dit ce qu'était la démocratie en santé, pour prendre un exemple précis. Puis il y a eu le H1N1 avec ses préparations. Donc quand, il y a un peu plus d'1 an, on s'est retrouvé face à l'éventualité, mais ce n'était pas une éventualité malheureusement, de ce qu'allait être le Covid-19, je me suis dit, en termes de valeur de la République, en termes aussi de valeur dans les arbitrages. Et je termine sur un point, vous me demandez une définition de l'éthique. Il n'y a pas une définition de l'éthique. Pour moi, il y a une manière d'assumer nos responsabilités, avec un esprit critique, c'est-à-dire avec une pensée, avec une capacité aussi d'accepter qu'on ne détient pas une vérité, qu'on est dans l'incertitude, qu'on est dans le doute, qu'on doit s'adapter. Mais ce qui me semble fondamental, c'est comment on prend une décision, c'est-à-dire quel type de critères on mobilise. Vous voyez, par exemple, demain, une personne pourra dire « je préfère prendre le risque ». Je suis dans un EHPAD, je préfère prendre le risque de me faire contaminer. J'ai quelques années devant moi et je préfère voir ma famille. Je préfère aller et venir. Voilà. C'est un choix. Moins l'éthique, c'est responsabilité et risque, c'est ça. Voilà. Et dans un deuxième temps, on dira à cette personne, oui, mais vous vivez dans un EHPAD, vous avez aussi une responsabilité vis-à-vis des autres personnes. Oui. Et je pense que l'intelligence, c'est de poser les questions. Il n'y a pas toujours des réponses. Et en éthique, on dit il y a des dilemmes. Chacun dans notre vie quotidienne, on se dit, est-ce qu'on va faire ceci, est-ce qu'on va faire cela? Et en matière d'éthique, on regarde deux choses. Quelles sont les conséquences d'une décision pour soi et pour les autres? On vit en société.
Et vous voyez, c'est pas de la répression, c'est de l'intelligence. Et je dirais, par exemple, un enjeu éthique aujourd'hui, c'est face à une situation difficile, comment redonner de l'ouverture, comment redonner de la pensée, comment donner, comme vous le faites, de la culture, comment donner non pas de l'espoir un peu théorique, comment reconstruire une société, comment être solidaire vis-à-vis des plus vulnérables, comment être dans notre environnement quotidien en capacité d'aider l'autre, s'il est démuni, si demain on se trouve dans le confinement. Voilà, tout ça pour vous dire que moi j'ai pas de définition de l'éthique, mais j'ai une meilleure compréhension de ce qu'est la vie démocratique, comment on assume les uns et les autres nos responsabilités. En fait, presque si j'avais à... Et en fait, l'éthique, c'est quand même une manière d'être civique, de prendre ses responsabilités, de mesurer les conséquences de ses responsabilités et d'être lucide, dans la lucidité. Alors à cela, quand même, je ne vais pas jouer l'avocat du diable, mais des pouvoirs, ils diront oui, d'accord, très bien, tout ça, professeur Emmanuel Hirsch, mais qu'est-ce que, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Et justement, on va parler quand même de la Covid-19. Écoutez, le moins que l'on puisse dire, mais là on a un an de recul, même plus d'un an de recul, enfin dans quelques jours ce sera le premier anniversaire du premier confinement. Donc on vous dit, oui mais écoutez, il faut prendre des décisions. Mais justement ces décisions-là, ce qui est très frappant, et vous en parlez dans votre livre d'ailleurs, et très bien, c'est qu'il y a eu tout et le contraire. Rappelez-vous l'histoire des masques, rappelez-vous l'histoire des tests, rappelez-vous l'histoire dont on disait, voilà, il va y avoir une modélisation avec 500 000 morts. Enfin, annonçait-on, hein, c'était le Salomon tous les soirs, hein, le croque-mort. Enfin, je le dis. Et puis, toutes les décisions, après, le masque devient important. Puis le confinement qui s'arrête, qui recommence. On se dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et cette espèce de qu'a introduit pour vous cette espèce de valse-hésitation, c'est le moins que l'on puisse dire, par rapport aux gens, et vous le dites vous-même, il faut associer les gens. Vous parlez beaucoup et très bien de cela dans votre livre. Vous dites, attendez, les décisions sont prises, mais elles sont prises en dehors, c'est-à-dire, ce n'est pas... Comme on dit en fait, et moi ça m'a frappé dans votre livre, c'est on dit toujours, le public aujourd'hui, les citoyens se méfient des politiques, se méfient des médiatiques, se méfient même des médecins maintenant. Mais vous vous dites, ce sont les pouvoirs quelquefois qui se méfient de la population. Oui, c'est-à-dire on parle de confiance et de défiance. Quand vous regardez tous les textes préparatoires à une pandémie, il ne faut pas dire qu'il n'y avait pas de texte préparatoire. Il y a toute une culture au niveau de l'OMS et au niveau français aussi. Regardez, les auditeurs et auditrices pourront regarder par exemple le plan de préparation de 2012 à une vaccination, qui n'hiérarchise pas les priorités comme on l'a fait, pour parenthèse. Oui. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on nous a dit effectivement pendant quelques mois, on est face à une situation imprévue. C'est-à-dire il faut qu'on s'organise et il y avait une urgence. Or il y avait des plans, vous dites, voilà, tout ça existait. Il y avait des plans... À un autre moment, je pourrais vous développer pourquoi on ne l'a pas pris, mais enfin, peu importe, il y avait des plans, c'est-à-dire il y avait un certain nombre de repères pour mettre en œuvre, il y a des fiches techniques, il y a tout un ensemble de dispositifs qui avaient été très bien travaillés, notamment par Roselyne Bachelot et par Didier Houssin, dans les préparations du H1N1. Ça nous a coûté beaucoup d'argent, le H1N1, mais au moins on avait cette intelligence. Et cette intelligence, et tous les textes internationaux disent, pour qu'il y ait des mesures qui soient des mesures que la société comprenne, il faut l'associer. Il faut donc qu'il y ait de la communication, mais aussi qu'il y ait de la participation. C'est-à-dire les arbitrages doivent être publics. Là, peut-être au moment où on se parle, on est confiné à côté de l'Élysée ou à l'Élysée pour un conseil de sécurité. En ce moment, et nous, on va attendre, comme d'une manière un peu infantilisée, on va attendre demain le verdict qui va tomber et le Premier ministre ou le Président de la République, si c'est plus grave, nous dira ce qu'il faut faire, pas faire, et qui touche quand même à notre vie privée, à l'idée qu'on se fait de soi, à l'idée qu'on se fait des autres. Bien. Donc, vous voyez, en termes de vie démocratique, précisément quand on est dans une situation de crise, il faut que les relations entre ceux qui gouvernent et ceux qui accèdent à la décision publique soient confiantes. Et là, j'ai le sentiment, mais je l'analyse un peu dans le livre, qu'il y avait une défiance. D'abord, une défiance qui s'est construite avant le Covid-19. On a eu les Gilets jaunes, on a eu tout un ensemble de crises sociales. Donc, le pouvoir politique n'était pas dans une position de force. Je ne dis pas de légitimité, ils sont légitimes, mais au niveau de la confiance, des relations de confiance, elle était déjà extrêmement ébréchée. Et là, alors qu'on aurait dû construire par des stratégies de la confiance, on n'a pas été dans ce sens. C'est-à-dire, on a ignoré les compétences de terrain. Rappelez-vous quand même que entre le 17 mars et le 11 mai, pendant le confinement, s'il n'y avait pas eu les gens, les invisibles de la République, les soutiens de la République, qui avaient assumé leurs responsabilités, alors qu'on les attendait même pas dans cette capacité-là, qu'on les a à peine reconnus, s'il n'y avait pas eu ces personnes, on pourrait les infirmiers, les médecins, tout. Et puis aussi le milieu associatif, dans les quartiers les plus difficiles. Regardez les gens qui font le ménage, les gens qui assurent la continuité
j'allais dire, de l'intimité de notre vie sociale, se sont mobilisés comme jamais, au nom de valeurs extrêmement fortes. Qu'est-ce qu'on a fait de ce trésor d'investissement ? Moi, j'aurais été Premier ministre, puisque c'est le Premier ministre qui a géré la sortie du confinement, j'aurais fait de suite des états généraux, et je me serais dit, puisqu'on rentre dans une crise au long cours, qu'est-ce qu'on va faire de cette intelligence ? Comment on va mobiliser ces gens ? Comment on va leur donner les moyens d'inventer ensemble le pendant une crise et l'après la crise ? Parce qu'aujourd'hui, on est confronté aussi à un après qui touche aux valeurs de la démocratie. Et j'ai l'impression, et c'est ce que j'essaie de développer, qu'on a pris des décisions en solitaire, dans un entre-soi, avec ensuite tout ce qui a été le déficit au niveau de la vie administrative, c'est-à-dire on a été prescriptif, c'est-à-dire on a donné des ordres, on a donné des instructions. Regardez un débat, et je suis sûr qu'au moment où on parle sur Sud Radio, il y a des personnes qui ont un proche dans un EHPAD ou qui sont dans un EHPAD et qui voient qu'on a vacciné, il y a eu des vaccinations, et ça a été aussi un geste fort de la part de la République que dire on va vacciner les plus vulnérables. Donc vous avez entre, disons, à peu près 55% des personnes qui ont eu les 2 vaccinations dans les EHPAD. Pourtant, les EHPAD, d'une manière discrétionnaire, sont totalement dépendants de la décision, pour moi arbitraire, de certaines directrices ou directeurs, qui empêchent de voir des familles, qui empêchent les personnes même de sortir de leur chambre ou de partager des repas. Alors voilà ce qui me frappe d'un point de vue démocratique. D'où vient cette décision et de quelle manière on arbitre ? Vous avez par exemple, et je termine sur les EHPAD, dans les EHPAD, vous avez des conseils de la vie sociale. Et vous avez des personnes... À l'intérieur de chaque EHPAD. Oui, c'est-à-dire c'est la représentation un peu démocratique. Donc vous avez les personnes, les résidents qui peuvent intervenir, vous avez les familles, vous avez les professionnels. Ils se concertent et ils choisissent, c'est ce qu'on dit en matière d'éthique, le moindre mal. C'est-à-dire on est dans une situation difficile, qu'est-ce qu'on va prioriser ? Il y a une personne qui dira, moi j'ai envie de continuer à voir les voisins de chambre. Les voisins de chambre. J'ai envie d'avoir une vie sociale dans l'EHPAD. On va créer le dispositif et ça se passe dans certains EHPAD où c'est compatible avec les enjeux de santé publique. Et voyez, ce qu'on appelle la hiérarchisation des choix. Si vous êtes très âgé, vous savez que vous n'avez pas un devenir sur un très très long terme. Vous ne pouvez pas vous projeter sur un grand avenir. Qu'est-ce qui vous est essentiel ? Qu'est-ce qui vous est indispensable ? Et c'est à vous de choisir. Voilà. Vous, personne âgée, de choisir. Ouais. Avec aussi la prudence, parce que c'est pas la même chose quand on est au domicile chez soi, quand on est dans un lieu collectif. Mais voyez, toute cette intelligence, toute cette exploration n'a pas été faite, n'a pas été menée. De telle sorte aujourd'hui que vous avez des prescriptions qui sont imposées. Et je critique pas, effectivement, on peut être aussi prudentiel. On est dans un problème d'incertitude. Mais au bout d'un an, on ne peut pas se permettre ce qu'on pouvait, j'allais dire, s'autoriser il y a un an, parce qu'on n'avait pas véritablement ni l'expérience, ni vu aussi les conséquences. On nous dit aujourd'hui, et c'est dramatique, que des gens souffrent, chacun d'entre nous à sa manière, mais vous avez des gens qui souffrent plus que d'autres. Vous avez des endeuillés. Tout à l'heure, vous parliez de la comptabilité macabre. Mais il ne faut pas oublier qu'on s'est habitué aujourd'hui à ce que chaque jour, 300 personnes meurent, j'allais dire, du Covid-19. Ça veut dire qu'autour de ces 300 personnes, c'est au moins 20 personnes qui sont touchées. Donc vous voyez l'amplitude, je ne vous parle pas de la partie psychiatrique, comment des gens aujourd'hui sont totalement démunis à la fois de présent et d'avenir. Et sans parler de la partie économique, donc on a abordé. Tous ces éléments qui étaient peut-être aussi l'approche la plus justifiée et peut-être à laquelle on peut rendre hommage aussi à l'État dans ses décisions. Mais est-ce que ça va être durable ? Et qu'est-ce qui va être du dégât ? De la déconstruction de vie. Vous l'évoquez souvent sur Sud Radio, mais les personnes qui ont un impact de leur vie sociale, les personnes plus jeunes qui n'ont plus de projection de l'avenir. Qu'est-ce qu'on va faire de cette société ? Donc je dis, il faut une mobilisation et qu'on invente ensemble un projet de société, pas qu'on dise ça va passer, vous inquiétez pas, il y aura des pertes et profits. Moi je dis, on peut pas se permettre d'avoir cette attitude. Il faut, et puis juste un mot dans ce que vous disiez par rapport à l'intelligence du collectif qu'on a senti là. Et il y a aussi quand même cette décision du point de vue éthique, moi j'aimerais d'écarter quand même les médecins de ville. Pendant toute la même partie, je dis pas qu'on l'a fait exprès, mais enfin, on a écarté les médecins de ville. C'est-à-dire que dans médecin traitant, il y a traité. Et apparemment, on disait non, restez chez vous, prenez du Doliprane, prenez du paracétamol et attendez, et si ça va pas, appelez le 15. André Berkoff, vous êtes perspicace. Pour moi, et vous voyez, je le développe souvent, toute cette intelligence du réel, du concret, de l'immédiat, a été réfuté a priori par un autoritarisme où d'une certaine manière on avait une vision très limitative des choses, ce qui pouvait être justifié dans un premier temps, mais à l'épreuve du réel, ce n'est plus soutenable. Et vous évoquez ces intervenants qui sont les médecins, mais vous pouvez aussi parler des auxiliaires de vie qui vont voir au domicile des 3 millions de personnes qui sont en situation non pas de vulnérabilité, de dépendance, mais vous avez toute cette richesse
de notre vie sociale, qui a une expertise. Je ne parle pas de l'expertise scientifique, qui a un savoir du réel. Quand vous êtes le proche d'une personne atteinte de maladie d'Alzheimer ou d'un enfant autiste, vous avez une expérience, et quand vous criez votre désespoir parce que c'est incompatible ce qu'on vous fait vivre avec vos valeurs et avec la dignité dans laquelle vous êtes reconnu, on est quand même dans une France où vous avez 12 millions de personnes en situation de handicap. Si je fais l'inventaire de toutes ces situations spécifiques, où vous avez des gens, dans mes fonctions aujourd'hui, je pourrais vous envoyer des messages, je reçois, mais c'est terrifiant parce qu'on est un an après, des messages de gens désespérés parce qu'ils sont aujourd'hui totalement désocialisés, c'est-à-dire économiquement, ils sont éprouvés, humainement, ils sont éprouvés, et ils sont dans une situation de détresse où ils ont besoin d'un message social, pas d'un message politique, où vous avez le président de la République qui dit « ça sera un peu mieux d'ici 5-6 semaines ». Ils n'y croient pas. Et vous voyez, si on est derrière, vous qui êtes un grand démocrate, si on est derrière dans une analyse plus politique... On va en parler, Emmanuel. On va parler, professeur Hirsch. Juste après les informations, on reste ensemble. Et c'est passionnant parce que c'est notre vie. C'est notre vie qui est en jeu. Et n'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez réagir 0826 300 300. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours et nous continuons la conversation avec Emmanuel Hirsch, Une démocratie confinée, un livre que je vous recommande aux éditions RS, effectivement, et qui remet l'éthique au centre de cette extraordinaire cette autre vie que nous avons depuis un an avec cette Covid-19. Et justement, professeur Hirsch, moi je voulais qu'on parle aussi de cette, je dirais pas érosion, de ce qui s'est passé avec, parce que sont entrés jusqu'à présent dans les débats, il y avait... Bien sûr qu'il y a eu on va en reparler, il y avait les économistes qui disaient leurs mots dans tous les débats sociaux, etc. Et il y avait les politiques, bien sûr, et puis il y avait les médias qui retransmettaient à leur manière. Et puis avec le Covid-19, sont introduits, alors d'une manière qu'on n'avait jamais vue auparavant, les médecins, les mandarins, les infectiologues, les spécialistes, les non-spécialistes. On s'est senti presque avec 65 millions d'épidémiologues en France. Chacun y allait de son diagnostic ou autre, mais surtout, et ça a amené quand même aussi là une confusion énorme, et avec un sentiment de jeu entre le politique et le scientifique ou le médical qu'on ne comprenait plus. Qu'est-ce qui, à votre avis, s'est passé ? D'abord, c'est la première fois qu'on vit une pandémie en direct. C'est-à-dire, on a des chaînes comme la vôtre, on suit au quotidien, on est très intrusif, on va dans les hôpitaux, et donc il n'y a pas eu de distanciation. C'est-à-dire, les informations, c'est en flux continu. Le nez sur le guidon. Voilà, c'est en flux continu. Face à quelque chose, un phénomène qu'on n'avait pas anticipé, et face à un virus qu'on découvre au fur et à mesure, puisque les Chinois n'ont pas transmis toutes les informations. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, chacun y va à la fois de son diagnostic de la situation, de son pronostic, et chacun avec ses compétences, puisque ça touche des infectiologues, mais aussi les réanimateurs. Donc vous avez différents champs disciplinaires. Ça touche aussi des problèmes de santé publique, notamment dans l'accessibilité aux services de réanimation, c'est-à-dire dans les capacités d'accueil. Donc vous avez toute la complexité, effectivement, d'une situation inédite, où chacun va tenter, d'une manière approximative, d'apporter un élément, se sent en quelque sorte désigné pour apporter une compétence. Le seul problème, si vous voulez, et on va malheureusement faire une triste célébration, puisqu'on va célébrer le premier jour du confinement, le 17. N'oubliez pas que quelques jours avant, on a créé le conseil scientifique Covid-19 avec un médecin, qui est Jean-François Delfraissy, qui est un conseil plutôt médico-scientifique. On aurait pu créer aussi un conseil sociétal. C'est-à-dire considérer qu'une pandémie, c'est pas uniquement un événement qui touche effectivement à la santé d'un point de vue biologique, mais ça touche aussi à la vie, aux équilibres d'une société. Et donc, il y a toutes sortes d'expertises qu'on aurait pu solliciter et qu'aurait compensé, si vous voulez, le rapport direct entre le politique et le scientifique biomédical. Voilà. Il a manqué, si vous voulez, cette espèce d'élément intermédiaire qui disent, par exemple, vis-à-vis des vulnérabilités sociales. Alors, vous allez me dire, ATD Quart Monde a été ensuite intégré au conseil scientifique. Mais il y a toute une voilà, plus tard, mais il y a toute cette dimension, il y a toute cette construction qui, d'une certaine manière, n'a pas été... Alors, vous pouvez vous poser la question, pourquoi
la personne qui décide, puisqu'il n'y a qu'une personne qui décide aujourd'hui, c'est notre régime présidentiel, c'est le chef de l'État. On le sait très très bien. Pourquoi il a refusé cette expertise qui aurait pu permettre aussi à la société de s'approprier des savoirs sans être uniquement à juger en évaluant. Balloté, mais aussi avec de l'exégèse. Bon. Alors vous avez ensuite, et heureusement, pour moi c'est quand même quelque chose de très satisfaisant, heureusement qu'on a quand même une démocratie avec des médias. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Parce que l'enceinte du débat, ça a été quand même les médias. Avec le côté positif, c'est-à-dire on peut en discuter, et le côté un peu négatif, péjoratif, c'est qu'on déverse de l'information sans qu'elle soit véritablement encore validée, vérifiée. Donc chaque jour, on voit un peu les choses différemment. Ce que je veux dire quand même, ce qui m'a le plus impressionné, vraiment, j'en suis convaincu, c'est qu'il y a une intelligence aujourd'hui de la pandémie. C'est-à-dire, on n'a pas développé des anticorps par rapport à la pandémie, c'est-à-dire d'un point de vue biologique, mais on a développé une intelligence. Et moi, si j'avais à dire un mot au président de la République, qui j'imagine, sortant de son conseil de sécurité, c'est possible de brancher sur Sud Radio, s'il y avait un seul message à lui passer, c'est le suivant. Qu'il fasse confiance dans cette intelligence dont on aura le plus besoin pour reconstruire notre société. L'intelligence de tout le personnel qui est de chacun. Mais chacun a une expérience. C'est-à-dire, confronté à la difficulté, il y a ceux qui étaient effectivement des nantis. On ne peut pas dire que ça les a beaucoup ébranlés. Ils ont vécu et ils sont d'ailleurs diffusés beaucoup d'éléments, à mon avis, très regrettables. Par exemple, vous avez des grands intellectuels qui étaient partis pendant le confinement se réfugier hors de Paris, qui sont revenus en nous faisant toute la critique, par exemple, qu'on a privilégié les personnes âgées qui allaient mourir par rapport aux intérêts de la société. En donnant des leçons. Voilà, donc les moralistes sont revenus. On était tranquilles pendant 55 jours, on a eu les moralistes. Les politiques doivent faire aussi avec ça. Mais vous voyez, il y a toute une intelligence, me semble-t-il, qui s'est développée. Je ne dis pas que nos politiques n'y sont pas sensibles. Notamment, on voit aujourd'hui qu'on prend plus en considération les maires, c'est-à-dire toute la territorialité. Mais j'ai l'impression, et c'est mon analyse sans être psy, qu'il y a quand même un épuisement de la part des dirigeants politiques. Ils sont sur le front dans tous les domaines et pour tous depuis 1 an. Et ils ont besoin, à mon avis, d'ouverture, d'esprit critique. Et là maintenant, le président de la République a pris un risque, il l'assume, et un risque que je partage avec lui, c'est-à-dire de nous dire il n'y aura pas de confinement. Il a dit, disons, le 29 janvier à travers... Oui, sauf que, pardon, je vous interromps là-dessus, Emmanuel Hirsch. Il n'y a pas de confinement, mais vous avez vu confinement le week-end. Votre opinion, franchement, aujourd'hui, vous êtes aussi un scientifique, mais en tant que, je dirais presque, en tant que professeur d'éthique, enfin en tant que vous-même, en tant que citoyen, cette histoire de confinement, reconfiné par reconfiné, aujourd'hui, après, avec le recul, vous vous dites oui au confinement ou en fait ça veut rien dire? Non, je voulais terminer juste quand j'ai dit, ils ont dit il n'y a pas de confinement. Mais il y a confinement. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire 18 heures confinement quand même. Oui, mais on est obnubilé 24 heures sur 24 par l'incertitude. Est-ce que ça va être pire, pas pire? Est-ce qu'il y a de l'ouverture ou pas de l'ouverture? Et donc pour moi, dire on va confiner d'un point de vue territorial, on va rajouter ceci ou cela à travers un puzzle, c'est-à-dire quelque chose de plus granulaire, c'est-à-dire de plus proche de la réalité, c'est une chose. Mais il faut déconfiner la société. Et déconfiner la société, c'est une volonté politique urgente qu'il faudrait mettre en œuvre. Oui, c'est-à-dire, vous l'appelez pas par hasard votre livre une démocratie confinée. Oui, mais la déconfiner, c'est d'abord permettre aux gens. Confiné, on n'est pas en démocratie à ce moment-là. Il y a des gens aujourd'hui qui ne supportent plus une forme d'ensevissement. Vous avez des gens qui vous parlent de mort sociale. Soyez attentifs. Et donc, il faut partir de cette réalité. Il y a des gens qui sont plus exposés que d'autres. Et on voit que c'est les personnes les plus vulnérables, les plus solitaires. Donc déjà, de voir de quelle manière ces personnes peuvent retrouver de la vie, tout simplement de la vie. Pas uniquement en termes d'espoir métaphysique, mais de la vie dans le quotidien. Oui. De la relationnalité, pouvoir avoir de la convivialité. Donc si moi j'étais consulté, je dirais que dans la hiérarchie, c'est comment remettre de la convivialité en compatible avec effectivement les règles sanitaires. Vous avez des commerçants, vous avez des artistes, vous avez tous ces lieux qui travaillent depuis des mois et on n'a même pas exploré, j'allais dire, en termes de tentatives, ce qu'ils pourraient faire et ce qu'ils feront certainement mieux que le fait de fermer ou de dire qu'on est dans l'interdit. On est aujourd'hui dans une gestion punitive. Et vous voyez, je pourrais vous l'analyser. Alors qu'il faut mettre de l'ouverture et il faut mettre aussi de la culture du risque. C'est-à-dire, il y a des risques calculés. Quand le président de la République a dit on ne confine pas, effectivement, il voyait que la société n'était plus capable
d'accéder à une demande et qu'il y aurait un refus. Et on le sent aujourd'hui que c'est ça la ligne de crête. C'est-à-dire à quel moment la société, comme il y a eu les Gilets jaunes, n'acceptera plus. Et on sera dans une espèce de désastre, c'est-à-dire il n'y aura plus de cohésion. Donc moi ce que je dis c'est que en termes d'éthique, vous parlez d'éthique et vous avez dans toutes les mesures quand vous faites de l'éthique la notion de la proportionnalité. Quand vous prenez une décision, il faut qu'elle soit proportionnée, qu'elle soit justifiable et qu'elle soit aussi acceptable. Et vous voyez, quand vous prenez une décision en éthique médicale, il y a la collégialité. C'est-à-dire vous associez un certain nombre de personnes. Là, il faut associer les compétences d'une société, les intelligences d'une société. Et le défi aujourd'hui, le risque, à mon avis, que doit prendre le gouvernement, c'est le risque de cette altérité, c'est-à-dire de se réconcilier avec une société qui a son expérience, qui est capable de comprendre. On a assumé nos responsabilités. Il y a des gens qui dérogeraient. Et c'est là où je suis alors maintenant absolu. C'est-à-dire ceux qui sont, j'allais dire, les délinquants par rapport aux règles générales et à l'intérêt général, doit être, à mon avis, désigné comme délinquant. C'est-à-dire c'est une délinquance sociale, sanctionnée avec des règles extrêmement strictes. Mais la majeure partie d'entre nous sont tout à fait compliants à des mesures à la fois de solidarité, à des mesures de mobilisation. Moi, je pars de ce qui est le côté positif. Et vous voyez, un dernier point, on pourra en discuter pendant des heures. Mais vous voyez, par exemple, on nous a parlé du pass sanitaire. C'est-à-dire la possibilité pour des gens d'aller et de venir parce que ces personnes auraient été, par exemple, vaccinées. Mais une question que je me pose, par exemple, c'est la question du vaccin obligatoire ou pas, pour prendre un exemple précis. Bien sûr. Vous avez toutes sortes de questions. Alors d'abord pour les professionnels, mais aussi pour la société. Pour la société. Et vous voyez, on aurait pu débattre dans une société adulte comme la nôtre. Est-ce qu'à un moment donné, dès lors que les vaccins sont disponibles, on peut se permettre d'avoir des personnes qui sont vaccinées ou des personnes qui ne le sont pas, sans être dans le systématisme? Comment une personne qui est contaminée aujourd'hui peut être accompagnée pour éviter de circuler, sans règles trop drastiques? Parce que on s'est rendu compte, notamment dans le moment des SIDA, dans l'expérience SIDA, que si on met en place des mesures trop contraignantes, à un moment donné, les personnes les plus concernées y échappent. Et dernier point du dernier point, regardez, on a la possibilité aujourd'hui, avec des applis, d'une certaine manière, de rentrer dans une capacité de vivre avec le virus. Et la question, par exemple, du secret des informations, des libertés individuelles, tout ça doit être pris en compte au niveau d'un intérêt général. Mais tout à fait. Ce que vous avez dit, en fait, ce que vous répétez, c'est vrai dans tous les domaines. Est-ce qu'on associe les gens à ce qu'on fait ou pas? Ça revient à ça. C'est-à-dire, on n'impose pas des choses comme ça dans l'ignorance des gens parce qu'ils sont persuadés, et ça finit par ça, que derrière, il y a ou complot, ou volonté d'oppression, ou volonté de suggestion. On en parle. Et un dernier point, juste. Vous avez un concept en éthique qu'on appelle l'a priori d'incompétence. On considère, par exemple, qu'une personne est incompétente parce qu'elle est âgée, je prends un exemple, ou elle est migrante. Moi, je suis pour l'a priori de compétence. Et je dis défi. Posons au niveau social, c'est-à-dire dans un cadre d'un débat social, est-ce que je suis prêt à mettre en commun un certain nombre de savoirs, de secrets, d'informations pour privilégier la liberté, l'intérêt général? Mais toutes ces questions doivent être posées au niveau d'une pédagogie sociale. Vous le faites à travers les questions que vous posez ici, on peut le faire au niveau général. Il faut le faire. Voilà. Ok, on se retrouve tout de suite avec Emmanuel Hirsch et avec les auditeurs. Et avec les auditeurs, exactement. Vous nous appelez au 0826 300 300. Vous avez entendu les propos du professeur Hirsch. En cette période de crise, n'oublions pas l'éthique. Et puis vous pouvez réagir à tous ces autres sujets qui sont d'ailleurs liés. Vous avez entendu Séverine, vous avez entendu Virginia, boulangère, coiffeuse qui doivent dormir sur leur lieu de travail. Ce sont des victimes collatérales du Covid. Vous pouvez réagir. Vous pouvez aussi réagir à la lutte des, entre guillemets, antiracistes qui ne permettent pas à une traductrice blanche de traduire une poète noire. Voilà, vous pouvez réagir à tous ces sujets. On vous attend. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. André Bercoff est dans tous ses états et son invité Emmanuel Hirsch est toujours là avec nous et vous aussi. Vous réagissez 0826 300 300. On donne la parole à Christophe qui nous appelle d'Angers. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Christophe. Bonjour Clémence, bonjour. André. J'avais deux petites réactions. Une première concernant l'annonce, l'information sur l'autorisation des libraires à ouvrir. Oui. Considéré comme commerce essentiel. Alors, effectivement, c'est une bonne nouvelle, on peut le voir comme ça, mais moi je trouve que c'est une humiliation. Comment on accepte de vivre dans un monde où on décrète ce qui est essentiel et non essentiel? Je trouve que c'est humiliant.
Oui, c'est... Qu'en pensez-vous? Non, ce que je pense, c'est qu'on voudrait savoir qui décide effectivement de ce qui est essentiel ou pas essentiel. C'est une vraie question. Et l'autre, Christophe? Oui, c'est lié, c'est déjà lié un petit peu à l'éthique. Et puis là, j'ai un questionnement auprès de votre invité. Oui. Bon, je partage moins l'optimisme, entre guillemets, mais pour moi, il me semble qu'il peut y avoir d'éthique sans une forme de spiritualité. Alors, elle peut être diverse. Pourquoi? Parce que la spiritualité ordonne le monde, crée du sens. Et là, il y a tellement de choses chaotiques, un monde chaotique, pris dans des directions différentes, que voilà, j'aimerais lui poser la question par rapport à cela. Emmanuel Hirsch, la nécessité de la spiritualité, en tout cas. Si Christophe a été attentif dans ma présentation d'éthique, je disais que la dimension spirituelle, la dimension philosophique, il y a tout un ensemble de dimensions. Chacun a un parcours individuel, chacun a une expérience individuelle. Donc il n'y a pas une éthique en soi. Il y a des points de vue, il y a des questionnements. La question de la valeur et la question du sens qu'il évoque, elles sont pour moi des questions fondamentales, précisément dans une situation de crise. C'est-à-dire quels sont les repères qui nous permettront de préserver, par exemple, la vie de la démocratie? Quels sont les repères qui nous permettront d'être attentifs aux personnes les plus vulnérables, alors qu'on risque de s'habituer demain à une certaine forme d'inconséquence à leur égard? Si demain on nous dit on privilégie l'économie, comme ça d'une manière massive, c'est-à-dire le devenir de la société, et d'une certaine manière qu'on sacrifie ceux qui sont nos essentiels, c'est-à-dire ceux qui nous ont fait, ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous ont transmis des valeurs, je pense que c'est un scandale qui ne doit pas laisser indifférent. Donc je vais tout à fait dans le sens de ce que dit Christophe. Je pense qu'il y a une dimension politique qui doit aussi être convoquée, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est une démocratie? N'oubliez pas que la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 a été un acte fort au niveau de l'intelligence démocratique à la suite de tout ce qui a été la barbarie. Et je pense, et j'y pensais tout à l'heure en écoutant André Berkoff dans ses chroniques, ce qui me menace aujourd'hui, c'est la barbarie. C'est-à-dire s'habituer à titre individuel, au niveau d'un sauf qui peut, s'habituer à l'inacceptable, à ce qui paraît pour moi l'inconditionnel. Et on ne va pas en parler maintenant, parce qu'il y a d'autres auditrices, auditeurs qui voulaient s'exprimer, mais je voulais dire à Christophe que je partage son point de vue. Clémence. Oui, on retourne au standard, on donne la parole à Renaud qui nous appelle de Seine-Saint-Denis. Bonjour Renaud. Oui, bonjour Renaud. Oui, bonjour André, bonjour Clémence et bonjour à votre excellente invité, le professeur Hirsch, qui vient de tenir des propos d'une très très grande sagesse et que je partage complètement parce que l'auditeur précédent a tout à fait raison d'évoquer la question de la spiritualité. Je dirais aussi la question de la sagesse et la question de la limite. Comme disait le président Pompidou, quand il n'y a plus de limite, on dépasse les bornes. Voilà. Évidemment. Arrêtez d'emmerder les Français, disait Pompidou aussi. Ouais. Exactement. Je voulais évoquer le témoignage extrêmement poignant de Virginia, qui est passée à l'antenne en tout début d'émission. C'est absolument épouvantable d'entendre ce genre de choses. Et on a bien évidemment, je pense que tous les auditeurs partageront comme vous, André et moi, et votre invité, on éprouve beaucoup de compassion vis-à-vis de cette dame. Et évidemment... Et elles sont, comme vous le savez, il et elles sont des milliers, des dizaines de milliers comme cela aujourd'hui. Hein. Oui, et en fait, au-delà du cas individuel et des cas collectifs qui sont malheureusement bien nombreux, eh bien ce Covid-19 vient dans la stricte ligne des événements qui se sont produits il y a presque 2 ans ou 2 ans et demi maintenant, c'est-à-dire le début en novembre 2018 de la crise des Gilets jaunes. On arrive à une époque de l'histoire qui est assez sombre, assez difficile. Et il y a les raisons sont assez nombreuses. Mais je vais essayer de synthétiser et de trouver 2 problèmes principaux qui expliquent malheureusement la situation dans laquelle allez-y. Synthétisez simplement, Renaud, parce que vous savez ce que c'est. Oui. Allez-y, on vous écoute. Il y a 2 problèmes principaux. L'Union européenne, dont on va fêter les 64 ans de la signature du traité de Rome le 25 mars, bientôt à la fin du mois. On nous avait promis le bonheur sur la terre. On nous avait dit que tout seul on ne pouvait pas s'en sortir. Et bien là, l'Union européenne et l'euro surtout ne marchent pas. Et on a des élites politiques françaises depuis Valéry Giscard d'Estaing, qui était un fervent européen, et bien des classes politiques qui continuent à pratiquer cette même politique et qui n'ont pas compris le tournant de l'histoire avec
avec Donald Trump et avec Boris Johnson. Et aujourd'hui, on a une société fragilisée, déclassée. À l'époque du général de Gaulle, on était la 3e puissance économique mondiale. Aujourd'hui, on est 7e, on sera bientôt 10e. Il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus rien. Il y a également la volonté de la Commission européenne. Les commissaires européens, qui, je le rappelle, sont élus par personne, eh bien, décident pour les pays de ce qui est souhaitable de faire ou pas. On l'a vu, avec l'achat des doses de médicaments. On l'a vu avec l'achat des doses de vaccins. Ah oui, vous avez complètement raison. Et alors, le second problème, Renaud, après l'Union européenne. On a l'Union européenne, et on a ensuite des élites qui se sont totalement déconnectées du peuple français. Je parle du cas français, bien évidemment. Et on pourrait aussi l'étendre, je dirais, aux autres pays européens. Je renvoie aux travaux de Christopher Lasch, de David Goodhart, ou au niveau national de M. Guigui, l'excellent géographe. C'est-à-dire que les élites françaises aujourd'hui vivent dans les métropoles. Donc il y a une forme d'entrisme. Elles restent entre elles, elles produisent entre elles, elles font partie de ce qu'on appelle des vainqueurs de la mondialisation, mais elles manquent complètement d'empathie vis-à-vis de ceux qui n'ont pas pu monter dans le train, si vous voulez. Et donc la difficulté, c'est de se retrouver avec des élites qui sont soit aveugles, soit incapables, soit cyniques, je ne sais pas, j'ai pas de réponse. Mais en tout cas, ils sont dans une impossibilité de recréer du lien social, du tissu social, et de faire qu'il y a le bien commun et l'intérêt national qui doit prévaloir sur le reste. Renaud. Et ça, c'est absolument, très bien. C'est absolument terrible. Absolument. Juste un mot, je crois que vous venez soulever, justement, quand vous dites, professeur Hirsch, effectivement, il faudrait, parce que vous en parlez là, en fait, cette intelligence, utiliser cette intelligence collective dont on a parlé en début d'entretien, justement, c'est effectivement réutiliser le lien social, refaire le lien social. Le problème que pose Renaud, et je voudrais évidemment avoir votre avis, d'abord effectivement sur l'Union européenne, mais surtout là-dessus, c'est que est-ce que ces élites métropolitaines, ces élites dont on parle, est-ce qu'elles sont capables, est-ce qu'elles ont même la conscience qu'il faut refaire du lien social ? C'est pas sûr, d'après Renaud. Vous avez, André Berkoff, une démonstration avec 2 interventions, celle de Renaud et celle de Christophe, de ce qu'est pour moi l'intelligence collective. C'est cette capacité d'analyse intransigeante et d'une justesse absolue. Quelle que soit la thématique, on peut ensuite en discuter. Déjà, c'est mon élément positif. Si vous voulez, tout à l'heure, Christophe disait que j'ai un optimisme, peut-être qu'il ne partage pas. Moi, j'ai un optimisme parce que, malheureusement, dans ces situations de crise, notre société est mise un peu à nu. Elle se révèle pour ce qu'elle est. On ne peut plus être dilatoire. Il y a des questions qu'on différait, elles étaient moins importantes que d'autres. Là, toutes les questions sont aussi importantes. La question du sens, la question des valeurs, la question de la responsabilité, donc la question du politique, telles qu'elles ont été, j'allais dire, posées par nos 2 interlocuteurs. Donc je trouve déjà un élément rassurant. C'est des questions qui n'étaient peut-être pas des questions qu'on aurait pu poser comme on les pose maintenant sur Sud Radio à 13h30, je veux dire. Et elles ont une actualité, elles ont une pertinence. Et je dis, il faut prendre ces questions au sérieux. Et je pense qu'effectivement, il y a un renouvellement de questionnement politique. Il y a à hiérarchiser les questions qui nous importent, qui nous paraissent les plus essentielles, et être déterminant également par rapport aux prochaines échéances électorales. C'est-à-dire, si on n'a pas une personnalité politique qui est capable de porter du sens à la hauteur des enjeux, qui est capable de porter un vrai projet, et pas uniquement démagogique et circonstancié, c'est-à-dire au niveau des valeurs d'une société, au niveau de l'unité, au niveau d'un projet. Et c'est pour ça que je retiens un mot qui est fondamental dans ce qui vient d'être dit par Renaud, c'est la notion du commun. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous est commun ? Vous voyez, ce qui est singulier dans une pandémie, c'est qu'on est tous touchés. C'est là où on a aussi une responsabilité quand on parle du vaccin vis-à-vis des pays qui ne disposent pas du vaccin. C'est aussi une question en termes de justice. Mais on est tous touchés, et j'allais dire on est tous vulnérables. Il y en a d'autres qui sont moins vulnérables que d'autres, qui peuvent davantage se protéger, y compris accéder à des traitements, accéder aussi à des moyens. Mais je dirais que ce qui me paraît le plus important, si on avait à hiérarchiser une urgence, c'est travailler sur le bien commun, sur un projet de société, et chacun, dans sa singularité, dans son expérience, a quelque chose à dire. Et a quelque chose à faire aussi. Et on le voit. Alors, vous voyez, par exemple, je suis très heureux d'être là maintenant à Sud Radio, parce que pour moi, c'est un moment aussi de la vie démocratique.
c'est pas anecdotique ce qui est échangé en ce moment. Les gens se disent entre eux, avec les auditeurs, les auditrices qui écoutent, on échange. Est-ce qu'on a besoin d'échanges? Et je pense qu'il faut développer des initiatives de proximité. Nous, avec notre site Éthique et Pandémie, on a commencé à développer des réseaux. J'ai vu que d'autres prennent ces initiatives. Il faut qu'on reprenne confiance en nous, qu'on prenne au sérieux ce qu'on pense. Sans être, j'allais dire, dans l'opposition vis-à-vis des politiques. Parce que le dernier point, c'est qu'il faut être prudentiel. Il ne faut pas créer une crise politique qui s'ajoute aujourd'hui à la crise sanitaire. Non, mais il faut une ouverture. Prenne ses responsabilités. Comme on l'entend maintenant. Et voilà, et l'assurer surtout. Et puis mettre au pied du mur ceux qui ont besoin d'être mis au pied du mur. On en parle juste après ceci. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Et oui, ils sont nombreux, les Français de Sud Radio, à nous appeler à intervenir aujourd'hui dans cette émission, à venir poser des questions à notre invité, Emmanuel Hirsch, et aussi à réagir à ce témoignage qu'on a entendu de Séverine, qui est boulangère et qui dort dans son placard à farine. C'est le cas de Pascal Pointu, qui nous a appelé, qui est président du mouvement Ruralité. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Pascal. Bonjour Clémence et bonjour André, merci de me donner un peu de temps. Je suis vice-président national, je veux pas la tête d'Eddy, et puis Jalon qui est mon président national. Non, on le décapitera pas. Président du mouvement Ruralité pour le Puy-de-Dôme, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors Pascal, dites-moi. Moi je souhaitais intervenir parce que le cas de Séverine est terrible. J'ai regardé le documentaire dimanche soir. Je fus scandalisé et choqué surtout, de voir qu'en France, au XXIe siècle, des gens qui travaillent 13 heures par jour n'arrivent même plus à vivre et sont obligés de dormir sur des sacs de farine à 50 ans. Et hier soir, je l'ai appelée, j'ai eu un entretien assez long avec elle pour faire le point de la situation et je me suis rendu compte que cette pauvre femme, parce que c'est vraiment le cas, est lâchée de partout. Alors il y a des discours à la télé de notre président de la République, des ministres et ainsi de suite, disant qu'ils ne laisseront personne sur le bord de la route. Malheureusement, c'est pas du tout le cas, puisque Séverine, elle n'a le droit à absolument aucune aide. Alors on ne lui propose rien. Attendez, Pascal, je vais demander, elle est quoi justement? Elle est employée dans cette boulangerie? Non, c'est sa boulangerie. De la boulangerie. Oui, c'est sa boulangerie. Et elle n'a droit à aucune aide, puisque vous êtes renseigné. Rien du tout. Rien du tout. Et donc depuis ce matin, je me bats avec les collectivités locales des Alpes de Haute-Provence. Donc j'ai contacté le secrétariat du cabinet de Renaud Muselier. J'ai transmis un mail à Audrey Brun qui est chargée auprès du président Muselier. J'ai contacté le président du département des Alpes de Haute-Provence. Pascal, je voulais savoir, je sais que vous avez, je vous connais et vous avez sûrement agi très fortement et c'est très bien. Nous, au niveau des auditeurs de Sud Radio, qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux dire, est-ce qu'il y a des dons à envoyer ou quelque chose? Dites-nous. Voilà. Oui, alors on est en train de fignoler pour mettre une cagnotte Litchi. Qui sera le hashtag Aidons Séverine. Aidons Séverine, d'accord. Voilà. Donc on est en train, mes équipes sont en train de travailler avec moi pour mettre au point cette cagnotte. Et dès qu'elle sera lancée, on la mettra sur les réseaux sociaux, bien entendu. Très bien. Et il faut absolument venir en aide à Séverine. Bien sûr. Et c'est une question de dignité, c'est une question de responsabilité politique. Bien sûr. Pascal, vous nous dites, et vous le savez, vous avez nos mails et tout, vous nous dites, et nous dès que cette cagnotte sera en place, nous allons répercuter ça aux éditeurs Sud Radio. Et je sais que vous êtes toujours là, et on sera toujours là aussi, Pascal. Je vous remercie beaucoup, André. Merci pour tout. Voilà. Vous voyez, je trouve que le témoignage de Pascal est assez extraordinaire. C'est ce qui donne confiance. On n'a pas besoin de paroles politiques un peu dans le vide ou d'éléments de langage. On a besoin de vérité humaine.
Et c'est comme ça qu'on vit société. Il nous permet de refaire société. Il nous permet véritablement de construire. Et chacun doit avoir sa petite initiative. Lui, on voit que c'est quelqu'un qui maîtrise assez bien, j'allais dire, l'investissement au niveau politique. Mais je pense que chacun, d'une manière modeste et humble, et heureusement, a ses initiatives. Je rends aussi hommage, me permet juste de dire, on est très péjoratif vis-à-vis de certaines régions de France, de certains quartiers que l'on considère qui sont un peu exclus de la République. Il s'y passe aussi des choses assez extraordinaires. Et on doit aussi voir l'hommage qu'on peut rendre aux gens qui sont dans des conditions encore plus difficiles pour assumer leurs responsabilités qu'ils font magistralement. Bien sûr. Voilà, en tout cas, Clémence. Pascal, vous pourrez compter sur nous. On donne la parole à Gaël qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Gaël. Oui, bonjour Gaël. Bonjour à tous. Je suis un retraité, un peu curieux de tout, et je souhaiterais intervenir sur cette question de l'intelligence et de la compétence, sans faire de grands discours sur l'intelligence. Tout le monde peut voir cette faculté en exercice. Il s'agit de quoi quand on parle d'intelligence? Il s'agit de trier des éléments de connaissance qu'on a dans la tête et puis de prendre une décision. Bon, cette faculté-là, elle s'exerce sur ce qu'on a dans la tête, sur la mémoire qu'on a acquis, soit par une formation scolaire, soit par notre promenade dans la vie, en regardant un peu toutes les choses. Alors regardons ce que savent les hommes qui ont une bonne formation scolaire. Alors on essaye d'apprécier cette intelligence, on la mesure à l'aune du temps de réponse. Est-ce qu'on va vite? Est-ce qu'on retranscrit bien les éléments de connaissance qu'on a appris dans la scolarité? Bon, tout ça est très utile et c'est trié par des concours, par des examens, et ça nous permet de recruter bon nombre de responsables politiques et économiques à tous les niveaux. Et l'intelligence devrait, semble-t-il, s'intéresser à toutes les connaissances acquises au cours de la trajectoire humaine. La connaissance du tous les jours, dont parlait M. Hirsch, je suis d'accord avec lui là-dessus. Autrement dit, de l'expérience acquise et accumulée dans la trajectoire de vie, dans tout ce qu'on a pu faire, tout ce que tout un chacun a pu faire. Et là, je crois qu'il y a un grand déficit en France sur la sélection justement de nos élites. On ne les recrute que, me semble-t-il, sur cette première forme d'intelligence que j'ai évoquée. Et la deuxième, elle n'est pas dans notre culture. Elle est rarement exploitée. Et ce qui, de mon point de vue, explique un petit peu toutes les carences de notre société. Notre président, qu'est-ce qu'il a? 2 ans, 3 ans de spécialité, Sciences Po, peut-être l'ENA, une formation purement scolaire. C'est utile. Mais il faut aussi la formation pratique et vécue, c'est ça. Enfin, la formation permanente, d'ailleurs. Non, vous avez bien compris. Il y a des formations permanentes de l'appris plus ou moins scolarisé, mais il y a aussi toutes ces choses que l'on apprend par un voyage, par des discussions, bien sûr. Par le militantisme syndical. Expérience de vie. J'ai été maire, j'ai été conseiller municipal, j'ai été responsable de ceci ou de cela. Et personnellement, j'aimerais que dans les cursus de sélection de nos élites, prenons par exemple le cas de l'ENA, eh bien qu'il y ait une place pour ceux qui font cette spécialité dans le cursus scolaire classique, mais qu'il y ait une grande place, beaucoup plus grande place, pour des gens qui ont une expérience de vie, je disais, syndicale, élective, régionale, d'animateurs de radio, par exemple, de n'importe quoi, de conducteurs automobiles, de maçons, etc., etc. Tout ceci, bien entendu, ne doit pas intervenir n'importe comment. Je bien d'accord. Que des gens qui ont fait, je sais pas moi, une trajectoire syndicale puissent accéder à l'ENA, acquérir une formation complémentaire pour devenir un serviteur de l'État de 2 ans, par exemple. Et puis, on aurait, me semble-t-il, ainsi des gens qui apprécient autrement. On est d'accord, Gaël. On vous a bien entendu là-dessus sur l'aspect évidemment qui revient toujours, l'aspect des connaissances, je dirais théoriques, et puis la pratique de vie, etc. Justement, de ce point de vue, Emmanuel Hirsch, est-ce qu'il n'y a pas un problème
effectivement au départ avec l'école. Moi, ce qui me frappe toujours, vous savez très bien et beaucoup mieux que moi, on l'a dit, c'est probablement un cliché, que tout ce qui était métier manuel, mais alors ça depuis des décennies, hein, c'est pas Macron, ça, était considéré comme, c'est vrai, allez, quelque chose qu'on faisait en pis-aller, hein, les manuels, c'est pas sérieux. Et il y a eu quand même, c'est vrai, dès le départ, entre les études supérieures, ne parlons pas de l'ENA ou couronnement, et puis effectivement se frotter au quotidien, comme vous le faites vous, comme font un certain nombre de médecins et de tout. Mais là, il y a eu un vrai problème. Est-ce que ça ne revient pas aussi quelque part à l'école? Est-ce que dans l'apprentissage de l'éthique, est-ce qu'on enseigne l'éthique à l'école? Vous posez une bonne question. D'abord, je vais rendre hommage à ce qu'a dit Gaël. C'est une belle présentation des choses. Nous, on parle de plus en plus de l'expertise, du savoir expertal, c'est-à-dire les gens qui sont éprouvés par la réalité. Par exemple, on parlait d'une boulangère, elle a un savoir à la fois de la vie, elle a un savoir du beau aussi, du bien, du bon, enfin je veux dire, tous ces savoirs font partie de l'intelligence d'une société. Et vous voyez, dans le domaine de l'éthique médicale, on a revendiqué il y a des années la reconnaissance du savoir de la personne sur sa maladie. Pendant des générations, c'était le médecin qui disait au malade ce qu'il devait penser de sa maladie, ce qu'il devait faire ou pas faire. Et on considère de plus en plus que les gens sont des partenaires. C'est la loi, vous savez, Kouchner du 4 mars 2002. On doit informer la personne et prendre en compte ce qu'il vécu au quotidien. Et c'est elle qui sait ce qu'est sa maladie, ce qu'est sa souffrance. Et sa parole est une parole en soi, qui est une parole qui doit être reconnue et dont on doit prendre compte. Et donc, ce que je trouve tout à fait intéressant, et c'est vraiment passionnant, mon immersion à Sud Radio, ce début d'après-midi, parce que vous voyez, chacun est détenteur d'une sagesse, d'un savoir, d'une expérience qu'il faut qu'on partage. J'étais très ému de dire on va se mobiliser pour cette personne qui est boulangère, qui est réduite, confinée dans son placard par, j'allais dire, dénuement, enfin je veux dire bien. Mais ce que j'observe, ça vous paraîtra peut-être de l'optimisme, c'est qu'on reconnaît à travers l'expérience tragique de cette pandémie des gens qui n'existaient pas socialement. On reconnaît dans leur signification des métiers dont on ne soupçonnait pas ce qu'ils représentaient d'indispensable pour nous. Et donc on est dans un moment où il va falloir qu'on reconfigure les choses. Alors je ne dis pas qu'il y a l'élite par rapport à ceux qui ne sont pas des élites. Pour moi l'élite, c'est la personne qui assume son choix de vie, qui assume ses responsabilités. L'élite, il en faut, mais il a une vraie voilà. élite. Mais il n'y a pas l'élite, à mon avis, j'allais dire, sacralisée par un parcours sanctionné par l'ENA. Et je pense qu'on découvre aujourd'hui, il faut être attentif, la multitude d'élites en quelque sorte, c'est-à-dire des gens qui poussent au niveau le plus élevé leur exigence personnelle, leur exigence d'acquérir des savoirs, des compétences, et je trouve que c'est important, d'assumer des responsabilités. Et je rends hommage, par exemple, aux personnes, par exemple, âgées, qui ont été, ces derniers mois, ostracisées. Il ne fallait pas être âgé, et on était en dette, on nous disait les personnes âgées sont en dette vis-à-vis des jeunes. Je vous parle de ce discours criminologue, enfin je veux dire qu'on a développé. Elles sont détentrices. Comme s'ils n'avaient pas eux-mêmes travaillé, comme ils n'avaient pas payé leurs cotisations. Non, mais indépendamment de ça, c'est des personnes qui sont détentrices d'une expérience, qui ont permis à notre société d'être ce qu'elle est. Pour beaucoup d'entre elles, elles ont dépendu les valeurs de la démocratie au prix de la vie, au péril de la vie. Et donc je dis, on doit avoir cette reconnaissance pour ce qui fait société. Et je trouve qu'une situation de crise, tout à l'heure je disais, elle dévoile la société à la fois dans ses vulnérabilités, mais aussi dans ses ressources, quelquefois insoupçonnées. Et je vois par exemple à travers ces 3 témoignages qui sont représentatifs d'une multitude de témoignages qui auraient pu être faits maintenant, qu'on peut y croire. Vous voyez, je préfère croire, si vous voulez, à ces valeurs qui nous sont exprimées. Elles n'ont rien de fragile, elles sont totalement essentielles. C'est à nous de réhabiliter ce discours. Et des médiations, par exemple, comme celle que je vis aujourd'hui avec Sud Radio, je trouve ça extraordinaire. Mais dans notre environnement quotidien, créons les conditions pour qu'on échange les uns avec les autres. Par exemple, notre défi aujourd'hui, je termine sur ce point, dans éthique et pandémie, c'est la question de réconcilier des générations qui n'ont pas à être opposées, qui vont vivre ensemble. Quand on voit comment des grands-parents sont dans la proximité, dans le soutien de leurs enfants, de leurs petits-enfants, vous voyez, on est en train de dénaturer des choses qui nous sont essentielles. Et donc on doit tenir ce discours de vérité, même si ça paraît pour certains un peu, j'allais dire, soit naïf ou un peu désuet. Clémence. Allez, vous continuez de vous appeler, en tout cas au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercoff dans tous ses états.
Et toujours l'éthique au centre de tout, au centre de cette pandémie ou épidémie du Covid-19, au centre des conflits d'intérêts, au centre des conflits de pouvoir. Et nous en avons parlé avec Emmanuel Hirsch, nous en avons parlé et avec nos auditeurs. Ils sont vraiment plus formidables que jamais. Je ne dis pas ça du tout par démagogie, je dis ça parce que nous avons vraiment des témoignages et des analyses tout à fait passionnantes. Et vous-même, votre livre tout aussi passionnant, Emmanuel Hirsch. Et je voudrais citer une phrase que vous donnez dans votre conclusion. Et là, vous n'êtes pas ni naïf ni optimiste. Vous dites ceci. Vous dites, attention, au-delà d'une défiance à l'égard des légitimités et des expertises qui s'est accentuée ces derniers mois, la critique plus inquiétante encore porte sur ce que le pouvoir a fait de notre démocratie. Ce que le pouvoir a fait de notre démocratie. Et vous dites ceci. La défiance des autorités publiques est telle à l'égard de la société qu'elles se sont estimées, les autorités publiques, à exercer sur son quotidien un contrôle démesuré, ce qui laissera des traces indélébiles, car la confiance se mérite, il faut en être digne. C'est très important à mon avis ce que vous dites, et vous dites, attention, oui, il y a l'intelligence collective, il y a tout ça, mais que chacun pense à ses responsabilités propres. Mais j'ai une question à vous poser aussi. Vous êtes président du Conseil pour l'éthique, de la recherche et de l'intégrité scientifique à l'Université Paris-Saclay. Et moi, une question que je voudrais poser sans entrer dans le détail par rapport à... On a beaucoup parlé quand même de conflits d'intérêts. Cette intégrité scientifique, est-ce qu'elle a vraiment été très respectée pendant ce Covid-19 ? Vous posez deux questions. La première question, c'est par rapport aux politiques. J'ai l'impression que les auditeurs, les auditrices de Sud Radio témoignent de la vigueur de la vie démocratique et sont en opposition avec le fait de l'avoir mis un peu de côté, pour pas dire de les avoir ignorés dans ce qu'ils avaient à dire. Peut-être que l'histoire, quand on réécrira l'histoire de ce qu'on a vécu, peut-être que si on avait eu cette ouverture, si on avait eu cette ouverture sur la société, peut-être qu'au moment où on va malheureusement être à 1 an du début de la pandémie, on ne serait pas aussi sinistré, ne serait-ce que moralement. Et je pense que, ne serait-ce que discuter, penser, dire qu'il y a du sens derrière tout ça, même si ça paraît comme ça un peu iconoclaste par rapport à la réalité, on ne doit pas se satisfaire de la violence d'une pandémie, il y a à en faire quelque chose. C'est le message que je retiens des intervenants qu'on a pu entendre tout à l'heure. Maintenant, sur la dimension de l'intégrité scientifique, c'est une question fondamentale. À la fois, d'ailleurs, je dirais l'intégrité aussi des politiques. L'intégrité, c'est avoir le sens de la loyauté, le sens de la transparence, et le sens, j'allais dire, de l'intérêt général. Et ne pas donner le sentiment qu'il y a des biais, d'une certaine manière, qu'il y a des manipulations. Et on le voit dans tout le discours, qui est un discours de suspicion par rapport au laboratoire, par rapport aux contrats qui ont été passés entre l'Europe. Est-ce que ce discours est légitime ou pas ? Mais je pense que l'inquiétude, si vous avez un conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique à Paris-Saclay comme dans d'autres universités, c'est que la recherche doit être éthique et on doit être soucieux d'éviter tous les conflits d'intérêts, toutes les dérives qui sont préjudiciables à l'intérêt collectif. Ça demande de la sensibilisation aussi des professionnels qui comprennent les enjeux. Et on a eu quelquefois le sentiment, et c'est pas un sentiment, on pourrait aussi en attester d'une manière très documentée, que certaines prises de position n'étaient pas mues par l'intérêt général, mais par des intérêts personnels, voire particuliers. Quand on touche à un domaine aussi sensible que la santé, c'est-à-dire la vie, on doit être certain que les décisions sont prises d'une manière loyale, d'une manière argumentée, d'un point de vue scientifique, qu'elles sont incontestables. C'est un point. Alors c'est difficile quand on est dans une situation qui évolue comme évolue. Puis un deuxième point, il faut rendre hommage aussi aux chercheurs qui ont permis à des laboratoires aujourd'hui de pouvoir nous proposer des vaccins. C'est-à-dire, tout n'est pas tout blanc et tout noir. Là où je trouve qu'il y a quelque chose, alors qui dépasse pour moi la question du conflit d'intérêts, qui est de l'ordre de l'indécence politique. Savoir que, par exemple, au niveau européen, on a préempté 2,350 milliards de doses de vaccins. Et qu'on nous dise d'une manière généreuse qu'on va mettre 16 millions de ces doses à disposition des professionnels de santé en Afrique. Il y a de l'indécence. Et vous voyez, notre société ne survivra pas à cette crise si elle n'est pas mue par une exigence de justice, de justesse et de justice. Pour ça, quand vous parlez, et je termine là-dessus, vous pouvez m'inviter, alors si vous voulez, je vous parlerai de ce que c'est l'intégrité scientifique dans un contexte universitaire. Mais je dirais que pour moi, c'est la question de l'honnêteté. Voilà. On a entendu des gens qui sont des gens honnêtes, qui sont exprimés avec leur vérité. Je vois le slogan Sud Radio, parlons vrai. On a besoin que les chercheurs parlent vrai,
qui disent leur vulnérabilité. Et que les conflits d'intérêts soient écartés. Vous avez beaucoup de liens d'intérêts qui ne sont pas, j'allais dire, les liens d'intérêts par rapport à un conflit d'intérêts, c'est différent. On sait très bien que, et je termine sur un point, vous voyez quelque chose qui me paraît à discuter d'un point de vue politique et social. On investit dans la recherche. Nos universités investissent dans la recherche, même si c'est insatisfaisant, on voit le résultat, on n'a pas de vaccin aujourd'hui en France. Mais il y a des conflits entre, par exemple, recherche privée et recherche publique. Toutes ces questions sont des questions de fond, et je dis qu'on doit en débattre en société. On est une société adulte, qu'on mette sur la scène publique, sur l'espace public, toutes ces questions que vous évoquez. Oui, et effectivement, ce n'est pas facile. Je ne sais pas, on n'a plus le temps, je crois, de recevoir un auditeur. Non, malheureusement, on remercie beaucoup Elisabeth qui a longtemps attendu. On lui donnera la parole demain, et que tous les autres aussi qui sont sur la liste d'attente n'hésitent pas à continuer de nous appeler au 0826 300 300. En tout cas, merci beaucoup, professeur. Je m'excuse d'avoir été un peu bavard. Vous avez remarqué qu'il y a de l'enthousiasme quand on fait de l'éthique, et puis vous avez remarqué qu'on n'est pas dans la demi-mesure. Je suis assez entier. Pour moi, l'éthique, c'est une capacité d'engagement, de prendre des risques. Beaucoup de choses que j'ai dites, elles sont un petit peu hâtives, elles sont pas robustes. Mais merci aussi de m'avoir invité, je vous garantis en toute honnêteté. Moi, j'ai pas à faire de l'auditorat. Je trouve que j'ai vécu un très très beau moment éthique. Eh bien, nous c'est-à-dire un moment de complicité et d'intelligence partagée. Grâce à vous aussi, et grâce à nos auditeurs. Merci beaucoup. En tout cas, je rappelle le titre de votre livre, La démocratie confinée, l'éthique, quoi qu'il en coûte, aux éditions RS. Merci beaucoup, André Berkoff. On retrouve cette émission en podcast sur sudradio.fr et sur YouTube. Et tout de suite, Brigitte Lahaye qui nous pose cette question sur la résilience. Comment être résilient après un traumatisme? À tout de suite.